Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le Forum social sénégalais dénonce le manque de transparence de la société Sen'Eau dans sa gestion. Ses membres veulent qu'une enquête soit menée et interpellent le chef de l'État. Les travaux de la Faïda Tidjaniya officiellement lancés d'un coût de 150 milliards de francs CFA, un projet initié par le Khalife général. Et puis la rubrique culture, l'on s'intéresse au graffiti, une bande du mouvement hip-hop décrit comme une expression murale au service de la communauté. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le Forum social sénégalais évalue les 3 ans de la Sen'Eau au Sénégal. Mamadou Mignane Diouf et compagnie dénoncent le manque de transparence dans la gestion et interpelle le chef de l'État. Il juge nécessaire qu'une enquête soit menée. C'est un compte rendu signé Khadija. 17 milliards de pertes pour la Sen'Eau après 3 années d'exercice, un bilan qui suscite de nombreuses interrogations selon le Forum social sénégalais. Qu'une entreprise n'accepte de fonctionner à perte. Fonctionner à perte, c'est fermer boutique ou carrément dire j'augmente les prix. On ne peut pas tout de suite dire qu'on va commettre un cabinet pour savoir. Non. Il nous faut d'abord, dans un premier temps, écouter la Sen'Eau, savoir qu'est-ce qui justifie 17 milliards de pertes cumulées sur 3 ans. Si ça continue, quelle va être la perspective ou les dispositions à prendre? Parce que je pense quand même que Suez, que nous connaissons bien, ne peut pas être au Sénégal et fonctionner à perte. Beaucoup d'interrogations sur la gestion de l'eau au Sénégal. Les 3 ans de contrat de Suez au Sénégal inquiètent Mamadou Mignane Diouf. Il parle de conflit d'intérêts. C'est donc là autant de points sur lesquels nous cherchons des réponses. Pertes cumulées à hauteur de 17 milliards, factures toujours salées pour les consommateurs, un personnel qui ne siège toujours pas au conseil d'administration et donc qui ne participe pas effectivement à la prise de décision pour sa société, des délégués de personnel harcelés ou convoqués à la gendarmerie. Ça aussi, on a eu la confirmation avec les syndicats qui nous ont dit. Le Forum social sénégalais dénonce une gestion non transparente et réclame aussi une bonne gestion des eaux forts. En même temps, nous suivons avec attention la gouvernance de l'eau en milieu urbain, mais nous portons aussi une attention toute particulière à ce qui se passe dans le monde rural, où la gestion est aussi confiée à des sociétés privées à la place des AGIFOR, et ce, malgré le refus et l'opposition des populations dans beaucoup de zones rurales. Il est fréquent de voir des communautés villageoises manifester pour dire leur opposition à la décision de confier la gestion de leur forage à des sociétés privées, dont on ignore aussi, pour la plupart, les véritables actionnaires. Au regard de tout ce qui précède, nous réaffirmons notre option de retourner à une gestion publique communautaire et participative ou encore communale, ce qui pourrait responsabiliser les populations dans la gestion de l'eau. La cherté des factures, mais aussi les coupures d'eau assez fréquentes dans certaines zones. À cela s'ajoutent des milliards de pertes pour la Sen'Eau. D'après le bilan de ces 3 années, Mignane Diouf et compagnie interpellent l'État du Sénégal. Khadija Diouf, les usines de dessalement ne sont pas sans conséquences selon le coordonnateur du Forum social sénégalais. Les conséquences écologiques et environnementales sont énormes. D'après lui, Mamadou Mignane Diouf, que je vous propose d'écouter. Nous avons tout le temps dit quand même que nous ne sommes pas d'accord avec les usines de dessalement. Parce que les conséquences écologiques et environnementales sont énormes et le peu qu'on y gagne est très très infime par rapport aux conséquences que cela fait. Et nous pensons que l'Afrique est la région du monde qui a plus d'eau, de nappes d'eau importantes. Les
des dépenses et les budgets qui sont faits pour désaliniser l'eau en Afrique, le tiers peut être fait pour trouver des nappes d'eau les plus fertiles et les plus importantes sans que cela n'ait beaucoup plus de conséquences sur l'environnement. Si vous prenez l'usine de dessalement qui va se faire sur les mamelles, mais attendez-vous, je vous conseille de suivre cette question-là d'une façon très bien, en tant que journaliste. Attendez-vous à ce que l'ensemble de l'eau qui va être tirée pour désaliniser, les résidus qui vont en sortir, qui sont de doses aussi très salines, qu'est-ce qu'on en fait? Où ça va aller? Quelles conséquences cela peut avoir aussi avec les pêcheurs, mes cousins lébous, qui dans la zone pêchent? Plus on tire l'eau, plus aussi on provoque des effets. Et je crois que ça, quand même, quelle que soit l'étude d'impact environnemental qui est faite, nous ne sommes pas encore convaincus que les conséquences ne sont pas importantes, que les risques ne sont pas énormes. En politique, des faux actes délivrés à l'État depuis des années, selon l'édile de la ville de Thiès, mais Babacar Diop affirme qu'avec des réformes, la mairie a capté près de 60 millions de francs CFA. La mairie donc a capté 60 millions de francs CFA de recettes au niveau de l'état civil. Le maire de Thiès présentait son bilan. Il annonce de bonnes perspectives. N'est-ce pas, Isidore Alexandre Sen? Son silence n'était pas synonyme de mépris. Au service de l'état civil de la ville de Thiès, l'autorité a démasqué une mafia organisée. Il me dit qu'est-ce qui se passe à la mairie de Thiès? Puis, chez le procureur, envoyer une enquête. Je suis prêt, à accueillir une enquête. Il me dit, entre 2005 jusqu'à vers 2010-2012, mais c'est une catastrophe. Comment on a pu laisser cette institution comme ça être une fabrique de faux actes? Aujourd'hui, la ville s'inscrit dans la dématérialisation selon Babacar Diop. On a réorganisé l'état civil. Les gens que j'ai responsabilisés au niveau de l'état, je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Je me suis fondé sur ce qu'on m'a dit de leur probité morale. C'était le critère. Je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève sur leur probité morale. Parce que je sais que c'était d'abord ça. Et aujourd'hui, je peux vous dire, depuis que nous avons fait notre réforme au niveau de l'état civil, ce que nous avons réussi à avoir en recette, c'est un record au niveau de Thiès. Vous l'estimez à combien? C'est un peu moins de 60 millions de recettes au niveau de l'état civil. Et cette réforme-là, c'est en 6 mois. 6 mois. La municipalité annonce des perspectives après plusieurs réalisations bandies par Babacar Diop. Notre ambition, c'est d'aller au-delà de ça. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est en train de préparer un marché de 150 millions qui nous permettra de couvrir les quartiers périphériques. Parce que l'ambition que nous avons, c'est d'atteindre la couverture universelle. Parce que l'éclairage, c'est très important. Parce que l'éclairage va aussi avec la sécurité. Chaque année, nous mettrons au minimum 150 à 200 millions dans l'éclairage. C'est très important. En croire le maire de Thiès, l'ambition est d'asseoir une équipe digne de son nom qui va porter le développement de la ville de Thiès pour les 30 ans à venir. Isidore Alexandre Sen, Idrissa Seck est candidat à l'élection présidentielle 2024, mais reste sceptique quant à la candidature, sur la légitimité de la candidature du président Macky Sall. Pour l'expert en communication politique Mamadou Barlo, la coalition Benno Bokk Yakaar se fragilise. Selon lui, Idrissa Seck cherche à reconfigurer la scène politique, mais reste obsédé par son épisode avec Abdoulaye Wade. Mamadou Lamine Barlo est joint par Alioune Sow. Aujourd'hui, cette déclaration montre à la fois qu'il veut être candidat pour espérer diriger, mais également aussi qu'il voudrait, dans la mesure du possible, avoir un soutien donc de cette mouvance présidentielle. Ce qui fait que dans la conférence de manière générale, au-delà d'avoir annoncé sa candidature, il n'a pas manqué quand même d'essayer de magnifier la présidence du président Macky Sall, une présidence autrefois qu'il n'avait pas hésité à dénigrer. Penser que Ousmane Sonko pour être écarté d'une élection à cause d'un problème de diffamation, c'est à la limite théâtrale. Aujourd'hui, aucun Sénégalais ne l'accepterait. Donc aujourd'hui, si le président du siècle lui-même dit soutenir
la candidature de Sonko, quelle que soit l'issue de ce procès. C'est une position politique qui se comprend. Aujourd'hui, le président Ousmane Sonko polarise l'espace politique et le président Macky Sall. Donc, Idriss Seck, en essayant de poser un débat, c'est une manière de reconfigurer l'espace politique. Bien sûr, ça ne peut être qu'à son avantage. Le président Idriss Seck est résolument tourné vers le passé en réalité. Il n'arrive pas à se mettre dans les temps politiques présents. Donc, son épisode avec Abdoulaye Wade, c'est une phase importante de sa vie politique, mais qu'il n'arrive pas à dépasser. Or, le jeu politique aujourd'hui, c'est reconfigurer sur d'autres enjeux. Je le disais en titre, lancement des grands travaux de la Fayda Tidjaniya, un projet estimé à plus de 150 milliards de francs CFA, initié par le khalife général. Plusieurs disciples ont préparé la cérémonie de pose de la première pierre et c'était en présence de Adamassar. Les grands travaux pour la modernisation de la cité religieuse de Medina Baye sont lancés. Une forte délégation a assisté à la pose de la première pierre. Pour le responsable des travaux, plus de 150 milliards de francs CFA seront mobilisés pour la construction de plusieurs infrastructures. L'esplanade Maouloud Nabi, c'est la place où nous avons l'habitude de célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il était urgent pour qu'on puisse y abriter les mêmes cérémonies, la même cérémonie au mois de septembre. Il fallait qu'on démarre les travaux afin qu'on puisse les terminer avant cet événement. Et immédiatement après, nous aurons la mosquée, la grande mosquée de Medina Baye, sous l'égide de l'imam Ahmed Tidiane Cissé, Cheikh Ahmed Tidiane Cissé, que nous allons attaquer. Nous avons l'université Al-Azhar, l'hôpital de niveau 4. Nous avons des hôtels d'hôtes qu'on appelle communément Kerougan. Nous aurons une station d'épuration, de potabilisation des eaux pour rendre Medina Baye autonome en eau. Nous aurons aussi, toujours en autonomie, une station solaire de 10 MW pour aussi autonomiser Medina Baye. Le représentant de la Tariqa Tidjaniya en Côte d'Ivoire apprécie. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de quelques 400 millions de disciples. Donc, nous n'avons pas de problème de moyens financiers si nous sommes organisés. Alors donc aujourd'hui, Medina Baye lance la pose de la première pierre de l'esplanade de la mosquée et pour la reconstruction de tout Medina Baye. Nous ne pouvons être que fiers. Et nous disons que quand Cheikh Ahmad Tidiane a dit Al-Mitfaoul Kebiri, la grande artillerie lance très loin. Et cette grande machine de la Fayda vient de commencer sa marche. Et sa marche va envahir non seulement Kaolack, mais Inch'Allah, tout le Sénégal va entendre parler de cette Fayda et de ce que nous appelons aujourd'hui joindre l'utile à l'agréable. L'utile, c'est l'enseignement de Baïnias, mais l'agréable, c'est rendre Medina Baye une ville attractive. La fin des travaux est prévue en 2026. Après Kaolack, cap sur Ziguinchor, où le centre régional des œuvres universitaires de Ziguinchor pose les jalons d'un dialogue avec les partenaires sociaux. C'est pour apaiser le climat entre les travailleurs sociaux et la direction. L'élection de représentativité des syndicats à l'acte posé pour faciliter les relations entre les deux parties. Le syndicat se félicite de cette initiative. Hassan Ba et David Sambo. Dans le cadre de l'apaisement du climat social entre les travailleurs et la direction du CROUS, les syndicats ont organisé une élection de représentativité syndicale pour choisir les délégués du personnel. Ces derniers vont porter les préoccupations du personnel à l'autorité, mais aussi apporter des suggestions. Bon, comme vous le savez, les délégués du personnel sont des représentants, des interlocuteurs. Donc, la contribution la désignation de ces délégués favorise un climat de dialogue social entre la direction et les acteurs sociaux. Et donc, sur ce, c'est une importance capitale d'élire les délégués pour favoriser un tel climat, pour qu'il y ait au moins quiétude pour que l'institution puisse aller de l'avant. Le secrétaire général du SATUC de l'université Assane Seck de Ziguinchor se félicite de la neutralité du directeur du CROUS dans cette élection de représentativité. Yaya Badji salue aussi le consensus et l'esprit de fair play qui anime les acteurs. A fait preuve de grandeur en faisant en sorte que
tous les syndicats soient logés à la même enseigne, et la même considération par rapport à l'institution, et que le processus ait été organisé et que le consensus ait été trouvé. Le consensus qui a été le mot phare de ce processus. Nouvellement installé, le directeur du CROUS n'a pas retardé cette échéance très importante dans la vie syndicale. Sana Sané salue le travail des acteurs à la base qui a conduit à l'organisation de cette élection. Nous sommes heureux de voir aussi qu'au niveau des syndicats, ils ont compris le message que ce n'est pas une élection politique, mais c'est une élection de représentativité sociale. Les gens l'ont perçu ainsi, ils l'ont compris, et le processus a été conduit par notre CSA, M. Omarni, avec une grande concertation des acteurs. Et ce que vous voyez, les résultats d'aujourd'hui que vous voyez avec moi, c'est une concertation qui a duré, je pense, plus d'un mois ou un mois maximum, qui a conduit à ces résultats, ce qui est extrêmement important. Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, nous voyons valablement les représentants des syndicats qui vont siéger au niveau de l'administration du CROUS pour prendre en charge certaines préoccupations. 7 délégués titulaires et 7 suppléants seront élus à l'issue de cette élection de représentativité syndicale. Ces délégués vont favoriser le dialogue entre la direction et les travailleurs sociaux. L'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Kanel, très préoccupés par la situation des nouveaux bacheliers, interpelle les autorités. Ces membres sont également revenus sur les difficultés qu'ils rencontrent sur le plan pédagogique, mais aussi l'accès au logement et à la restauration. Mohamed Sall est le président de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Kanel. Il réagissait à l'occasion de la journée d'intégration de l'amicale. Nous l'écoutons. Comme à l'accoutumée, la journée d'intégration est une journée purement pédagogique parce que c'est l'occasion de rencontrer nos jeunes frères étudiants qui viennent fraîchement d'arriver à l'université. C'est le moment aussi d'exposer les problèmes pédagogiques, c'est le moment d'analyser de fond en comble le système éducatif sénégalais, mais aussi c'est le moment d'apporter des solutions par rapport à tous ces problèmes qu'endurent les étudiants, surtout ceux de la première année. Des problèmes par rapport au social, des problèmes aussi par rapport au pédagogique. Par rapport au social, ce sont des problèmes très récurrents, très fréquents, c'est-à-dire ce sont des problèmes de logement, ce sont des problèmes de manque d'hébergement, ce sont des problèmes liés aux restaurations des étudiants, ce sont des problèmes liés aux moyens de transport. Par rapport au pédagogique, c'est un tas de systèmes qui fait qu'aujourd'hui c'est très difficile de réussir à l'université. Mais et que dans un second temps, nous avons aussi jugé nécessaire d'analyser l'autre angle des études supérieures, c'est-à-dire l'insertion professionnelle, car il est tout à fait difficile aujourd'hui au Sénégal d'avoir du travail. Nous avons énormément d'étudiants au Sénégal qui ont des diplômes, qui sont diplômés mais qui n'ont pas d'emploi. Et même parfois, vous allez jusqu'à entendre l'association des diplômés sans emploi. Donc l'objectif de la journée, c'est une journée d'abord pédagogique, histoire de réfléchir sur les études au Sénégal, histoire de réfléchir sur le système éducatif sénégalais, mais aussi sur l'insertion professionnelle. Plaidoyer pour la prise en compte du travail de soins non rémunérés des femmes dans les politiques publiques à l'initiative de l'ONU Femmes dans la feuille de route qui a été produite par les acteurs. Il est prévu la mise en œuvre d'un plan d'action et l'élaboration de notes conceptuelles. Dienapa Wan Ndiaye est la coordonnatrice de l'ONU Femmes Sénégal. Il est ici au micro de Muntagagan. On n'a fait qu'introduire la question. Donc on va accompagner le ministère et les autres ministères sectoriels de mettre en place un comité multisectoriel où on aura les organisations socioprofessionnelles, on aura les élus, on aura le Parlement et tout le monde, et on va poursuivre la réflexion pour aller vers un plan d'action et l'élaboration de la note conceptuelle du Sénégal sur cette question-là. C'est à ça que nous voulons arriver. Mais parallèlement, on aura besoin de la recherche. Parallèlement à la restitution du ministère, on va essayer d'organiser une harmonisation des travaux de la recherche. Parce que nous avons le CREFAT, nous avons le CRDI, nous avons le CRES, nous avons IPAR. Tous ces grands chercheurs-là, nous avons l'ANSD. Tous ceux qui ont travaillé sur cette question et qui ont des données, qui ont des analyses, on va essayer de les regrouper et de pouvoir harmoniser
une analyse du travail de soins non rémunérés pour le Sénégal. Et ceci va nous permettre maintenant d'aller vers l'élaboration d'un plan d'action et une note conceptuelle, un document de projet pour le Sénégal que nous allons porter maintenant pour aller vers la mobilisation de ressources. Et puis, préparatif du Gamou annuel de Djinguiraï, des engagements ont été pris par le maire et le sous-préfet lors du comité local de développement pour la bonne organisation de l'événement. Le comité d'organisation dit prendre en compte les assurances des autorités. Gornaglo. En prélude à la 94e édition du Gamou de Djinguiraï, les préparatifs vont bon train. À cet effet, un comité local de développement s'est tenu dans cette ville historique du Baol, d'où l'engagement du sous-préfet de cette localité située à quelques encablures de Tchaitou. Axe Tchaitou Djinguiraï, axe Baba Garage Djinguiraï. Donc, aussi, pour l'axe Tchaitou Djinguiraï et Baba Garage Djinguiraï, nous allons discuter avec les entreprises en charge de la réhabilitation de ces routes et essayer de voir comment faire pour faciliter l'accès aux pèlerins. Concernant l'électricité, nous avons donné des instructions à la Sénélec pour que la maison du calife et la mosquée soient hors de délestage et le maire prendra en compte tout ce qui est électrification rurale. Nous avons fait compteurs, mais aussi pour les dames aussi nous avons fait maire tout ce qui est électrification au niveau de la commune de l'équipe. Des engagements pour un bon déroulement du Gamou qui ne laisse pas indifférent l'idylle de la ville qui à son tour annonce déjà les couleurs. C'est d'autant plus important que avant même d'être maire, nous avons été organisateurs du Gamou. Donc nous le faisons avec gaieté de cœur, avec tout à fait une joie, une grande joie. Parce qu'avant tout, c'est un événement religieux. Et un événement religieux, quand tu y mets ta participation, tu auras la récompense de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Des assurances prises en compte par le comité d'organisation du Gamou annuel de Djinguiraï qui magnifie d'ailleurs la démarche des autorités administratives. Mbolem li sécurité, commandant de la brigade de la gendarmerie de Baba Garage ñëw na néna dina def sécurisation des personnes et des biens pour le Gamou durant. Le commandant de la brigade de Baba Garage a donné des garanties pour la libre circulation des biens et des personnes avant, pendant et après le Gamou. Sur le volet sanitaire, l'ICP a aussi pris des engagements pour une bonne couverture médicale. Leen ci walu Croix-Rouge, walu santé bi yépp ba yi nga xamné camp yi nga xamné dinañ ko def ci dëkk bi sax pour ay consultation jouru Gamou gi wax nañ ko am nañ ci yaakaar. Djinguiraï prépare activement son événement religieux où des milliers de fidèles musulmans sont attendus. Vous l'avez compris, place à présent la rubrique culture. La rubrique culture donc s'intéresse à la journée mondiale des arts célébrée ce samedi, prétexte pour la rédaction de ITV de s'intéresser au graffiti, une expression murale au service de la communauté, une branche du mouvement hip-hop. Selon le président du mouvement Dokhandem Dokta, le graffiti a traversé des générations. C'est un sujet de Mamadou Dian et de Seleman Diallo. En face du mur, son principal outil, bombe de peinture à la main, seule la muse divine peut dicter au graffeur des tags qui imposent le respect. L'inspiration, elle est divine. Ça ne nous appartient pas. Ça vient d'Allah et ça descend vers nous. On ne peut pas le définir, de dire que moi je vais faire ça. À la base, on a une petite idée. Et l'idée qui fait l'essence et la particularité de notre travail nous vient de Tout-Puissant. Les peintures rupestres montrent les quotidiens des peuples. La démarche fascinante, les artistes graffeurs s'expriment pour la communauté. Ceci est l'âme de cette branche du mouvement hip-hop. On parle de tous les thèmes qui peuvent toucher les populations, que ce soit l'éducation, la santé, la sécurité, que ce soit la politique, que ce soit le quotidien de notre communauté. Tout ce qui lui touche de bien ou de mal, on en parle. Le graffeur boxe dans la catégorie esthétique pour faire passer des messages. Pour ce faire, l'artiste a besoin
d'une palette de supports. Premier outil, ou je vais dire support du graffiti, c'est le mural. Deuxième chose, on a besoin de spray cans qui sont les bombes de peinture. Comme je disais, on utilise aussi des pinceaux, de la peinture acrylique. Ça dépend sur quel support on est en train de travailler. Mais outil principal, c'est les bombes, parce que les bombes ils se sèchent très rapidement et on peut faire beaucoup d'effets avec les bombes de peinture. Les graffeurs représentent des traces d'histoire et pointent le doigt sur ce qui ne marche pas. Le graffiti est sans doute l'expression murale la plus réputée des arts. Le graffiti, c'est l'expression visuelle du mouvement hip-hop. C'est le premier élément du mouvement hip-hop. C'est aussi un outil qui permet de sensibiliser, de conscientiser les populations par rapport à leur environnement et leur quotidien de tous les jours. Et c'est un autre outil aussi qui permet de servir de mémoire des choses qui sont passées dans ce monde et des choses qui se passent tous les jours. Donc le graffiti, c'est un outil universel. Ces artistes assurent le décor dans plusieurs endroits de la capitale. Des hommes comme des femmes adoptent cette forme d'expression. Les retours satisfaisants. Docta lui prédit de beaux jours. On a du respect. Et du respect, vraiment du respect venant des populations. Oui, parce que quand une chose existe depuis 1988 au Sénégal, je parle du Sénégal, et qui a pris son âge jusqu'à présent, donc le graffiti a ses beaux jours parce que la nouvelle génération apporte à l'édifice. Cette forme d'expression murale a traversé des générations, mais le graffiti se développe avec les scripts égyptiens à Athènes et chez les peuples mayas. Au Sénégal, les peintures rupestres dépassent désormais les murs. Des habits, chaussures et voitures sont bombés de couleurs. D'ailleurs, c'était le mot signé Mamadou Dion qui m'a fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.